Bonsoir et merci de nous rejoindre dans édition spéciale. Le Burkina Faso amorce une nouvelle période d'incertitude suite à de nouveaux coups de force, le deuxième en 9 mois, ayant poussé à la démission le chef de la transition jusque-là, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le Burkina Faso a désormais un nouvel homme fort, Ibrahim Traoré, un jeune capitaine âgé d'à peine 34 ans. La transition dans ce pays pour rétablir un pouvoir civil risque d'être jonché d'embûches. Aujourd'hui, une délégation ouest-africaine est attendue à Ouagadougou. Traoré a d'ailleurs promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur à l'égard de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence la CEDEAO, sur l'organisation d'élections et un retour de civils au pouvoir d'ici juillet 2024 pour évoquer ce nouveau paysage au Burkina Faso. Nous avons avec nous Mahamadou Sangaré, journaliste malien, Prince Koya, docteur en sciences politiques et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que Mahaman Cissé, journaliste malien. Bonsoir messieurs. Alors, tout d'abord, Prince Koya, quelle est la situation politique actuelle au Burkina Faso ? La situation politique actuelle dans le pays est assez confuse, on va le dire. On a assisté à l'avènement au pouvoir du président Damiba en janvier. Il portait tous les espoirs du peuple face à l'apathie, telle que qualifiée de l'ex-président Roch Marc Kaboré. Malheureusement, la sécurité, qui était une priorité publique et que l'on attendait justement de ce spécialiste des forces spéciales qu'est le colonel Damiba, la sécurité donc n'a pas été au rendez-vous. C'est un pays qui était en proie à plusieurs attaques terroristes. On avait même l'impression d'être dans un pays de plus en plus implosé justement du fait des pressions terroristes. Et donc le militaire qui avait promis finalement restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire n'a pas réussi à le faire. Et donc on voit aujourd'hui finalement que des dissensions, des divergences sont nées entre les militaires eux-mêmes qui avaient promis finalement de rétablir l'autorité de l'État. Et on se trouve là dans une guerre fratricide, on peut le dire, militaro-militaire, aujourd'hui qui a finalement déboulonné Damiba au profit de Ibrahim Traoré. Donc on attend finalement de voir est-ce qu'Ibrahim Traoré se maintiendra comme l'homme fort, le militaire providentiel, ou bien finalement est-ce que on aura affaire à une transmission du pouvoir aux civils ou à l'instauration d'un gouvernement de transition mixte entre militaires et civils. Voilà, on attend de voir la suite donc de cette affaire. Nous allons voir ce qu'en pense Mahaman Cissé. Comment traduire la situation actuelle au Burkina Faso ? La situation au Burkina, elle est similaire à la situation que nous connaissons dans beaucoup de pays du Sahel. Je parle par exemple du Niger qui est victime d'attaques terroristes, de mon pays, le Mali aussi qui a été, en tout cas, qui a été fortement secoué par des attaques terroristes, et même si avec la rectification l'année dernière, on a quand même senti un certain changement au niveau de l'approche militaire, puisque voilà, les militaires maliens, ils vont en tout cas à l'offensive. Ils ont quand même pu obtenir des résultats que tout le monde connaît. Très bien. Mamadou Sangaré, quelle est la situation actuelle selon vous au Burkina Faso ? Comment la définir ? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. Moi personnellement, je peux définir la situation aujourd'hui au Burkina Faso chaotique. Du côté des coups d'État à répétition, parce que à chaque fois que l'on pose les espoirs
de tout un peuple sur l'épaule d'un président, en fin de compte, le président devient décevant. Alors, cette déception entraîne toujours un autre coup d'État. Déception par rapport à la situation sécuritaire? Parce que Damiba, Paul-Henri Damiba était venu dans un espoir que le peuple avait collé sur lui de faire sortir le pays dans l'insécurité qui régnait dans tous les pays. Alors, sous Marc Kaboré, alors tout le pays était sous le fait des terroristes. Donc, le coup d'État de Paul-Henri Damiba est intervenu dans ces contextes. Alors, tout le peuple qui portait l'espoir sur Damiba, en tant qu'homme de terrain, en tant que colonel de l'armée, en tant que connaisseur des causes, d'avoir les capacités nécessaires, capacités intellectuelles, capacités militaires, capacités même financières, de pouvoir mettre en place, c'est-à-dire un mécanisme de faire sortir le pays dans le gouffre. Alors, et dans ce cas-là, Monsieur Sangaré, est-ce que Ibrahim Traoré est l'homme de la situation, selon vous? Alors, est-ce que Ibrahim Traoré est l'homme de la situation? Alors, il faudra attendre, voir encore, parce que c'est le même contexte. C'est le même contexte. Va-t-il pouvoir relever ces défis, justement, que vous dites que Damiba n'a pas pu le faire? Pourquoi Ibrahim Traoré pourrait éventuellement arriver à relever ces défis, notamment sécuritaires, qui posent problème au Burkina Faso? Alors, si Ibrahim Traoré tient en compte les conditions dans lesquelles lui, il a fait son coup d'État aujourd'hui, à savoir l'insécurité que Damiba n'a pas pu vaincre. Alors, si Ibrahim Traoré a la conscience que le peuple ne veut que la sécurité, le peuple ne veut que vivre dans la paix. Alors, si Ibrahim Traoré a la conscience de porter cet espoir sur ses épaules, alors moi je peux dire qu'il pourra relever le défi. Mais attention, il ne faut pas que lui aussi tombe dans les mêmes erreurs que Paul-Henri Damiba est tombé. Parce que Paul-Henri Damiba, lorsqu'il est venu, tout le monde a pensé que c'était l'ère du changement qui avait sonné. Mais ça a été le contraire. Ça a été le contraire. Le peuple, c'est-à-dire dans les manifestations à Ouagadougou et partout, appelait à la collaboration avec la Russie à l'instar du Mali, parce que la collaboration avec la Russie au Mali a porté ses fruits. C'est-à-dire, donc le peuple burkinabé voulait s'inspirer du cas malien. Alors, ils avaient appelé Paul-Henri Damiba de suivre les traces du colonel Assimi Goïta au Mali. Très bien. Mais Paul-Henri Damiba n'a pas fait ça. Il est resté flou. On ne sait pas. Il est toujours dans l'axe de la France, ou bien on ne sait même pas sur quel pied il dansait. Alors, dans ces flous
que le coup d'État est intervenu. Donc, Très bien, nous allons revenir à vous, Mamadou Sangaré. Nous allons revenir à présent à Prince Koya. Selon vous, en quoi Ibrahim Traoré est-il différent de Sandaogo Damiba? Je ne vois pas de Par quoi différence se apparente, distingue-t-il? hein. Je ne vois pas de différence apparente, à moins d'être devin. Il n'y a pas de différence apparente. Et il faut rappeler quand même, pour ne pas verser dans la naïveté, j'allais dire, l'Afrique de l'Ouest à 80% depuis 1960 a été dirigée par des militaires, hein. Que ce soit au Mali, en Guinée, au Niger, et j'en passe. Beaucoup de militaires se sont succédés à la tête du pouvoir. Un seul, sans doute, ou deux parmi eux qui ont marqué significativement l'histoire de leur pays dans le bon sens du terme, ça a été ATT, d'une part, et de l'autre côté, on a eu le capitaine Sankara. En dehors de cela, les militaires ont fait beaucoup d'annonces. Ils avaient promis qu'une fois à la tête des pays, ils imposeraient une certaine rigueur, ils veilleraient à bannir tout ce qui est mauvaise gouvernance, mauvaise gestion, lutte contre l'insécurité, aujourd'hui lutte contre le terrorisme. Mais on n'a jamais eu de résultats probants. Donc, en s'appuyant sur l'histoire, on voit que finalement, là, il y a quand même beaucoup de doutes à émettre. Après, j'ai entendu tout à l'heure, on reproche au président qui a été débouté, le fait qu'il soit assez apathique vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la CEDEAO, on ne sait pas sur quel pied on danse. Donc peut-être qu'il y a une demande de rapprochement vers la Russie. C'est un fait, c'est possible, l'État burkinabé est tout à fait souverain avec Ibrahim Traoré, mais attendons de voir déjà si c'est lui qui sera l'homme fort, parce qu'il y a des tractations qui se font actuellement, de savoir est-ce qu'il y a un comité de transition civil, mixte ou militaire. Donc on attend de voir. Mais peu importe qui va succéder, celui qui est là devra prendre conscience finalement que la question sécuritaire ne se règle pas seule. D'ailleurs, le Burkina est l'un des pays les plus pauvres du monde, en tout cas en termes de chiffres. Le militaire se finance. Il faut financer, acheter des armes, il faut former, il faut aussi pouvoir promouvoir le développement socio-économique. On parle là d'un pays qui est assez pauvre, où l'État n'est pas suffisamment présent sur son territoire. Donc penser que les militaires viendront avec 2-3 fusils, rétablir l'ordre sur un territoire vaste de plus de 300 000 km², je pense qu'on se trompe gravement et on n'a pas une vision ni à moyen terme, ni à long terme de la question même sécuritaire, mais aussi de la question du développement social et économique dans ces pays africains qui forment finalement un tout. Voilà. Prince Koya, revenons à l'actualité si vous le voulez bien. Le colonel Damiba a fini donc par accepter de démissionner. Pensez-vous qu'il l'a fait sous la contrainte? La contrainte, sans doute, peut-être une contrainte soft, douce et tout, mais oui, sous la contrainte d'une part, mais aussi de par sa propre volonté, sous la contrainte parce qu'il n'a pas le choix. Là, on est dans des tractations structurelles ou structuralistes, donc il se base sur la puissance et la force. La partie la plus puissante l'emporte. On a vu qu'il a été pris par surprise, et donc finalement, il n'avait pas le choix, hein, au risque de se faire tuer, donc il démissionne. Donc à ce niveau, il n'y a pas de doute, il y a eu de la contrainte. Mais il y a aussi une volonté de sa part, finalement, de se protéger lui-même et les siens. Parce que dans l'une des conditions qu'il pose, il a conditionné que sa sécurité soit garantie, ainsi que celle donc de tous les gens qui l'ont soutenu, les militaires donc qui sont autour de lui. Et puis finalement encore, il n'avait pas le choix parce que le peuple ne le soutenait plus. On l'a vu, on a vu les marches dans la rue, il était donc qualifié de traître quelque part. Donc finalement, il n'avait pas le choix, il était contraint d'une part, mais il a aussi affirmé qu'il ne voulait pas voir beaucoup de sang couler davantage. Donc il a préféré se retirer donc de par cette porte. Très bien, voilà. Retour à Mahaman Cissé. Alors le nouveau chef de la transition, Ibrahim Traoré, a souhaité un retour à l'ordre constitutionnel avant même 2024, si les conditions le permettent. Cette échéance vous paraît-elle raisonnable? Bon, je crois qu'il a trop vite parlé. Il a trop vite parlé et je crois qu'il doit d'abord voir les réalités du terrain sur le plan sécuritaire, les réalités du terrain au niveau quand même de l'ensemble. Est-ce que aujourd'hui il a toutes les garanties
de pouvoir mobiliser tout le monde derrière lui. C'est ça aujourd'hui le vrai challenge. Aujourd'hui, il a le pouvoir, puisque c'est lui qui a la confiance quand même de ses compagnons, donc celui qui a le pouvoir. Mais est-ce que il a mesuré véritablement les enjeux, puisque on parle d'un pays qui est quand même victime des attaques terroristes. Par exemple, des villes entières aujourd'hui sont sous blocus et qui aujourd'hui demandent une certaine intervention pour permettre ne serait-ce qu'aux populations de pouvoir s'approvisionner. Alors, les défis, outre ces défis de mobilisation générale, il y a aussi ces défis de la donne que vous avez tout à l'heure dit. Est-ce que ce beau monde qui est sorti pour demander de se tourner vers la Russie, est-ce que c'était là le premier challenge en prenant eux les armes pour dégager Paul Henri? Donc il faut désormais compter avec toutes ces contradictions et tous ces défis pour dire oui que le président le chef de la junte burkinabé puisse quand même respecter l'échéance fixée par son prédécesseur. Maman Cissé, nous le disions tout à l'heure en début d'émission, il y a une délégation de la CEDEAO qui est attendue à Ouagadougou. Le Burkina Faso était déjà sous le coup de sanctions de cette organisation. Les nouveaux développements dans ce pays vont-ils enfoncer davantage Ouagadougou? Oui, mais ce qu'il faut saluer, c'est que dans le communiqué de la CEDEAO, après les premières menaces, on a vu quand même une certaine satisfaction de voir que le fait que Damiba et cette frange de l'armée qui a pris le pouvoir, on puisse s'entendre sur l'essentiel pour ne pas aller à des affrontements. La CEDEAO a salué ça. On a vu aussi la promptitude par laquelle la CEDEAO a dépêché une délégation, dernière nouvelle, qui sera dans la capitale burkinabé demain pour des problèmes logistiques. Alors, moi, je pense que si les engagements annoncés par Ibrahim Traoré dans sa première interview, si ces engagements sont respectés, notamment le fait que l'agenda annoncé pour le retour à l'ordre constitutionnel, je crois qu'il va sans dire que la CEDEAO peut fléchir, mais je crois qu'il est très tôt. Il est très tôt de penser qu'un accord ou un début d'accord, il faut attendre demain après la rencontre. Très bien. Mamadou Sangaré, maintenant, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les prises de pouvoir par la force deviennent monnaie courante, selon vous, dans ce pays? Alors, c'est d'abord la mauvaise gouvernance des politiques. À chaque fois qu'on met en place un président démocratiquement élu et qu'il se lance dans des dérives autoritaires et qu'il oublie les espoirs que le peuple avait collés sur lui lors de son élection, alors si le président se lance dans cette logique, alors il n'est pas à l'abri d'un coup d'État. C'est ça qu'on est en train d'assister aujourd'hui dans le pays du Sahel. À noter qu'à chaque fois qu'un militaire rentre dans le jeu politique à travers un coup d'État comme ça, à chaque fois, on l'entend dire « moi je suis venu pour balayer la maison ». Après ça, nous allons rendre à César ce qui lui appartient. Mais... En l'occurrence, un pouvoir civil. Voilà, au pouvoir, ça veut dire après avoir mis en place des organes démocratiques et stables, nous allons rendre le pouvoir aux civils. Mais à chaque fois qu'on voit un militaire
dit ça, mais il finit par changer d'avis. On a vu ça en Côte d'Ivoire en 1999 avec le général Robert Gueye. Oui. Lui avait fait un coup d'État, il a dit nous sommes venus pour balayer la maison, mais il a fini par changer d'avis et s'est présenté. Mamadou Sangaré, cela traduit-il, selon vous, des divisions au sein de l'armée? Oui, cela traduit, bon, pas forcément, parce que la manière dont moi je comprends, à chaque fois que la situation politique devient chaotique, c'est un colonel ou bien un capitaine ou bien à un colonel, un général de prendre ses responsabilités à l'insu des autres corps, mais maintenant après le coup d'État, faire adhérer les autres corps à son action. Oui. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire forcément que c'est une division au sein de l'armée, mais plutôt une division au sein des politiques. Parce que les politiques n'arrivent pas à s'unir. On voit ça beaucoup de fois lors des élections présidentielles. Quand un opposant arrive à faire un score et qu'il a besoin des autres partis pour le soutenir, pour faire barrage à un président dictateur, mais il n'arrive pas à le faire. Donc les politiques même n'arrivent pas à s'unir. C'est pour ça que si les politiques n'arrivent pas à s'unir, l'armée intervient. Très bien. Prince Koya, si vous le voulez bien, ce dernier coup de force se distingue un petit peu par les précédents. Il a été caractérisé par un sentiment anti-français. On l'a vu, des manifestants s'en sont pris à des représentations françaises. Pourquoi? Sentiment anti-français, ce terme, je ne le conçois pas personnellement. Moi, en parlant de sentiment anti-français, c'est... Des représentations françaises ont été bien attaquées. Le rejet. Ben oui, je suis d'accord avec l'idée. C'est juste le terme qui est beaucoup utilisé parce que sentiment anti-français, pour moi, c'est minimiser en fait ce que les gens peuvent ressentir. Moi, je parle plus de rejet de l'influence française dans les affaires étrangères de ces pays. Vous voyez donc que depuis 60, le seul pays qui a gardé une présence effective, opérationnelle, tant au plan économique, diplomatique, militaire en Afrique, c'est la France. Hein? Devant les États-Unis, devant la Grande-Bretagne, on a connu le réseau de Jacques Foccart, on a connu le système de France-Afrique qui se meurt petit à petit aujourd'hui de manière inexorable, mais ce sont effectivement des politiques hégémoniques postcoloniales qui ont toujours existé. On a connu le soutien français à l'ancien président Blaise Compaoré dans ce pays de 1987 à 2014. On a vu que la France a soutenu à bout de bras jusqu'à l'exfiltrer même vers la Côte d'Ivoire. Je pense que ce que les peuples souhaitent aujourd'hui, c'est une aspiration à une souveraineté réelle. C'est une aspiration à se dire, un peu comme le disait Sékou Touré en 1958, mieux vaut la pauvreté dans la dignité que l'esclavage dans l'opulence. Bon, on peut être d'accord ou pas avec cela. Ils souhaitent simplement que s'ils choisissent un président, que ce soit du fait de leur suffrage, de leur choix souverain, et que la souveraineté revienne en fait au peuple, et que les chefs d'État africains puissent travailler de manière autonome et ne plus être dictés, ne plus voir leur diplomatie ou leurs affaires étrangères ou même leurs affaires intérieures être dictées ou dirigées par la France. Donc en réalité, ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est un rejet des ingérences et des influences tous azimuts de la France en Afrique de l'Ouest qui sont difficilement discutables parce que ce sont des faits. Donc on l'a vu depuis 2000. On a assisté récemment à des événements quasi similaires au Mali, au Niger. Exactement. C'est-à-dire que le sentiment anti-français, c'est peu dire, c'est minimiser justement. C'est-à-dire que le peuple a pris conscience de l'historique parce qu'il ne faut pas seulement se fier aux faits présents. Les peuples lisent, les jeunes vont à l'école, ils vont dans les universités, ils lisent, ils ont appris. Il y a un éveil, selon vous? La population? Il y a un réveil indubitable, ce que j'appelle une vraie dynamique sociopolitique, une politisation des jeunes. Et les jeunes savent aussi qu'ils sont rejetés dans les pays du Nord. Lorsqu'ils migrent, ils savent comment on les rejette. Ils se disent, bon, finalement, on retourne chez nous.
Mais on n'aimerait plus que chez nous, lorsqu'on retourne, que nous soyons encore instrumentalisés. C'est-à-dire qu'on a droit à une terre, on a droit à un pays où nos responsables nous dirigeront de manière souveraine et ne seront plus donc soumis aux injonctions de la France. Donc je parlerai plutôt effectivement de rejet des ingérences et de l'influence française dans ces pays qui plutôt que de sentiments. On l'aura compris. Plutôt que de sentiments, exactement. Voilà. Maman Cissé, à présent, avec cette nouvelle donne, quelle serait la position de la France vis-à-vis de la nouvelle autorité au pouvoir, donc au Burkina Faso? Bon, je crois que les derniers événements sont quand même des réels avertissements, puisque vous avez vu le sentiment anti-français anti-politique française qui se développe ces dernières années. Et aujourd'hui, on a vu à la limite que lorsqu'on a annoncé, les rumeurs annonçaient que le président Damiba était dans une base française au pays des Orientales. Et vous voyez, juste après la mobilisation qui a suivi et que les populations sont sorties pour dire voilà, voici un pion de la France. Je crois que désormais, il faut compter avec cette nouvelle zone qui fait qu'aujourd'hui, la France, la politique française n'est plus, en tout cas, acceptée dans nos pays, et des pays aujourd'hui victimes du terrorisme. Je parle du Mali qui a déjà introduit, faut-il le rappeler, une plainte au niveau du Conseil de sécurité pour, en tout cas, désavouer la position de la France dans la crise et notamment des erreurs et surtout complicité de la France dans notre pays. Donc, je pense que c'est une nouvelle zone qui va commencer et il faut désormais compter avec cette nouvelle zone qui veut que les pays africains puissent aujourd'hui avoir des partenaires. Très bien. Ce qui fait que la France n'est plus ce pays qui est accepté. Très bien. Nous allons poser peut-être une dernière question à Mamadou Sangaré. Alors, certains experts parlent des conséquences de cette instabilité sur les pays voisins. Comment cela peut-il se manifester? Alors, cela peut se manifester... Brièvement. Oui. C'est la dernière question. Oui, j'ai dit, cela peut se manifester du côté que les sentiments anti-français qui se propagent maintenant dans tous les pays du Sahel va se transporter ailleurs, au-delà des pays du Sahel. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, toutes les nations aujourd'hui ont besoin d'exploiter leurs richesses humaines, leurs richesses naturelles. Alors, si la France ne change pas sa politique envers ses anciennes colonies, alors le sentiment anti-français va s'accroître de plus en plus. Alors, ça va se transporter au-delà des pays du Sahel, comme on est en train de voir aujourd'hui. Ça a commencé au Mali, ça s'est propagé au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, maintenant même au Nigeria, au Maghreb. Parce que aujourd'hui, les nations ont compris ce que la France coloniale a fait dans ses anciennes colonies. On dit que la colonisation française est la plus pire des colonisations. C'est-à-dire toutes les puissances coloniales, lorsqu'ils quittent leur colonie, on voit qu'ils quittent et ils laissent derrière des infrastructures, des bâtiments, des réalisations. Mais contrairement à la France, quand la France quitte ses colonies... Malheureusement, nous sommes à court de temps. J'aurais aimé poursuivre avec vous.
Mamadou Sangaré, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes journaliste malien. Je remercie également Prince Koya, docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Je remercie également Maman Cissé, qui est aussi journaliste malien. Cette émission donc touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre Al24 News en direct ou revoir nos programmes sur le site de la chaîne ou à travers nos différentes plateformes. Pour cela, il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.